Il y a quelque chose que personne ne vous a jamais dit franchement, quelque chose que l'on tait par politesse, par peur de blesser, ou simplement parce que la société nous a appris à sourire même quand tout s'effondre à l'intérieur. Et ce silence poli et bien élevé, il vous coûte peut-être beaucoup plus cher que vous ne l'imaginez. Peut-être même qu'il est en train de vous coûter votre bonheur, votre liberté, et oui, peut-être même l'homme que vous aimez encore, même si vous ne voulez pas vous l'avouer tout à fait. Je m'appelle Christophe André, je suis psychiatre et psychothérapeute, et depuis plus de 30 ans, je travaille avec des êtres humains qui souffrent, qui doutent, cherchent à comprendre pourquoi leur vie ne ressemble pas à ce qu'ils avaient espéré. Et parmi ces personnes, il y a énormément de femmes, des femmes extraordinaires, intelligentes, sensibles, courageuses, qui ont entre 45 et 60 ans et qui portent en elles un trésor qu'elles n'ont pas encore tout à fait appris à reconnaître. Vous êtes peut-être l'une d'elles. Et si c'est le cas, ce que je vais vous dire aujourd'hui pourrait changer quelque chose de fondamental dans votre vie, parce que voici la vérité que personne n'ose dire. Il y a des choses que vous révélez sur vous-même parfois sans le savoir, parfois par habitude, parfois par besoin désespéré de connexion, et ces choses-là, elles vous fragilisent. Elles vous rendent vulnérable de la mauvaise façon, pas la vulnérabilité courageuse dont parle Brené Brown, non. La vulnérabilité qui expose, qui affaiblit, qui donne à l'autre un pouvoir qu'il n'a pas toujours la sagesse d'utiliser avec respect. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer ces 7 choses que vous ne devez jamais dire à personne et pourquoi les garder pour vous n'est pas de la froideur. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la sagesse pure. Imaginez une scène très ordinaire, vous êtes dans un café avec une amie ou peut-être avec votre sœur et vous commencez à parler. La conversation glisse naturellement vers votre vie, vers ce que vous ressentez, vers vos peurs les plus profondes. Et sans vous en rendre compte, vous dites des choses vraies, des choses intimes, des choses qui vous appartiennent complètement. Et votre amie vous écoute, elle hoche la tête, elle dit « Oui, je comprends, moi aussi ». Et vous vous sentez soulagée, légère, comprise. C'est magnifique ce sentiment, n'est-ce pas? Mais voici ce que vous ne savez pas encore. Voici ce que la psychologie nous enseigne avec une précision parfois cruelle. Certaines de ces confidences, une fois sorties de votre bouche, ne vous appartiennent plus. Elles vivent leur propre vie, elles voyagent, elles se transforment et parfois elles reviennent vers vous sous une forme que vous ne reconnaissez plus. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça parce que je vous respecte trop pour vous mentir. Parce que dans mon cabinet, j'ai vu trop de femmes remarquables se retrouver dans des situations douloureuses, non pas parce qu'elles étaient faibles, mais parce qu'elles avaient partagé les mauvaises choses avec les mauvaises personnes au mauvais moment. Et cette erreur-là, elle a des conséquences sur votre confiance en vous, sur vos relations, sur la façon dont les autres vous perçoivent et parfois sur les hommes qui vous entourent. Avant d'aller plus loin, je veux vous demander quelque chose. Si ce que je dis résonne en vous, si vous sentez que cette conversation vous concerne, abonnez-vous maintenant. Pas parce que j'ai besoin de vos clics, mais parce que ce que nous allons explorer ensemble dans les prochaines heures mérite que vous soyez là jusqu'au bout. Abonnez-vous et activez la cloche parce que chaque fois que je publie quelque chose, c'est quelque chose qui a été pensé, travaillé, vécu et qui pourrait vous donner exactement l'outil dont vous avez besoin au moment précis où vous en avez besoin. Considérez cela comme votre prescription médicale hebdomadaire, mais sans les effets secondaires désagréables. Maintenant, parlons de quelque chose qui fait mal. Parlons de ce qui se passe quand une relation se termine ou quand elle vacille ou quand vous sentez que l'homme avec qui vous avez partagé des années de votre vie commence à regarder ailleurs ou pire, quand il est déjà parti et que vous vous retrouvez seul avec vos pensées à 3 heures du matin, à vous demander ce qui s'est passé, ce que vous auriez pu faire différemment et surtout est-ce qu'il pense encore à vous? Je vais vous dire quelque chose que les hommes ne disent jamais aux femmes, quelque chose que j'ai appris en travaillant avec des couples depuis des décennies. Un homme peut partir, mais un homme ne disparaît pas facilement de là où il se sentait bien.
Le problème, c'est que parfois, sans le savoir, vous lui avez donné des raisons de partir. Non pas parce que vous n'êtes pas assez bien, vous l'êtes largement, croyez-moi, mais parce que vous avez dit des choses, révélé des choses, exposé des choses qui ont changé la dynamique entre vous. Et si vous ne comprenez pas ce mécanisme, si vous ne prenez pas conscience de ces 7 erreurs fondamentales, il y a un risque réel, un risque que je ne peux pas vous cacher par gentillesse, que pendant que vous regardez cette vidéo, lui soit en train de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est peut-être pas plus intelligente que vous, pas plus belle que vous, pas plus intéressante que vous, simplement évitez de faire ces erreurs-là. Et ça fait mal à entendre, je sais, mais préférez-vous la douleur confortable du mensonge ou la douleur libératrice de la vérité ? Moi, depuis 30 ans, j'ai choisi la vérité et je vous invite à faire de même. Parce que voici ce qui se passe si vous ne changez rien, si vous continuez à révéler ces 7 choses, si vous continuez à fonctionner de la même façon, l'histoire ne s'arrête pas à la séparation, l'histoire continue et elle continue sans vous. Il rencontre quelqu'un, il rit à nouveau, il planifie des voyages, des projets, peut-être une nouvelle maison. Et vous regardez tout ça de loin sur les réseaux sociaux ou à travers les récits de vos amis communs et vous vous demandez comment c'est possible, comment quelqu'un peut rebondir aussi vite et pourquoi pas vous. Et la réponse, la vraie réponse, elle n'est pas dans ce qu'il a fait ou n'a pas fait, elle est dans ce que vous avez révélé, dans ce que vous avez exposé, dans ce que vous avez mis sur la table, sans vous rendre compte que vous jouiez votre jeu à découvert. Et je vais aller encore plus loin parce que vous méritez la vérité complète. Ce n'est pas seulement lui que vous risquez de perdre, c'est vous-même. C'est votre sens de votre propre valeur. C'est votre capacité à vous voir comme la femme remarquable que vous êtes. Parce que quand on révèle trop, quand on expose trop, on finit par se sentir transparent, vulnérable et surtout, on finit par se demander si on a encore quelque chose à offrir. Et cette question-là, cette question destructrice, elle est la conséquence directe de ne pas avoir protégé ce qui vous appartient. Mais voici la bonne nouvelle. Et il y en a une et elle est grande. Tout ce que je viens de décrire peut changer, pas en 10 ans, pas en un an, pas même en un an, ça peut commencer à changer aujourd'hui, maintenant, dans les prochaines heures, si vous restez avec moi et si vous appliquez ce que nous allons explorer ensemble. Alors commençons. Commençons par la première chose, et c'est peut-être la plus surprenante parce que c'est celle que l'on fait le plus naturellement, celle que l'on fait même avec les meilleures intentions du monde. Ne dites jamais à personne à quel point vous avez peur d'être seul. Voilà, je l'ai dit et je sais ce que vous pensez. Vous pensez que c'est normal d'avoir peur d'être seul, que c'est humain, que c'est même courageux d'en parler. Et vous avez partiellement raison. La peur de la solitude est une des émotions les plus universelles qui existent. Elle est câblée dans notre cerveau depuis des millénaires, depuis l'époque où être seul voulait dire être mort. Le cerveau humain est un organe social et l'isolement lui fait peur au niveau neurologique. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. Mais voici le problème. Quand vous exprimez cette peur à voix haute, quand vous la verbalisez devant un homme, devant un ex, devant quelqu'un qui pourrait un jour être votre partenaire, vous ne lui donnez pas de l'information, vous lui donnez du pouvoir. Et pas le bon type de pouvoir, vous lui donnez le pouvoir de savoir que vous accepterez des conditions moins bonnes que ce que vous méritez, parce que l'alternative, la solitude, vous terrifie plus que la médiocrité. Et ça, inconsciemment ou consciemment, il le sait. Et ça change tout. J'ai une patiente, je l'appellerai Marie, elle avait 52 ans quand elle est venue me voir, brillante, directrice d'une entreprise de taille moyenne, 2 enfants adultes, une vie construite avec soin et intelligence. Et elle me disait: Christophe, je ne comprends pas pourquoi les hommes que je rencontre finissent toujours par prendre leur distance. Et après plusieurs séances, nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Très tôt dans ces relations, presque toujours dans les premières semaines, elle disait à l'homme en face d'elle à quel point la solitude lui pesait.
Pas de façon dramatique, non, elle était trop intelligente pour ça, mais subtilement, dans des phrases comme tu sais, les soirées seules sont parfois très longues, où j'ai tellement besoin de quelqu'un avec qui partager tout ça. Et ces phrases, aussi sincères qu'elles étaient, envoyaient un signal qui disait « Je suis disponible à n'importe quel prix, je suis dans le besoin et le besoin n'est jamais attractif. » Le désir est attractif, l'autonomie est attractive, mais le besoin, non. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette peur? On la garde pour soi. On la travaille avec un thérapeute, avec un journal intime, avec des amis très proches en qui on a une confiance absolue et éprouvée. Mais on ne la pose pas sur la table dans une relation naissante ou fragile, comme si c'était une carte de visite, parce que vous n'êtes pas votre peur, vous êtes tellement plus que ça. Et voici quelque chose que je veux que vous gravaviez dans votre mémoire. Une femme qui sait être seule et qui choisit quand même d'être avec quelqu'un est infiniment plus puissante qu'une femme qui a besoin d'être avec quelqu'un pour exister. La solitude apprivoisée n'est pas un manque, c'est une force. Et quand vous la portez avec dignité, elle devient quelque chose d'extrêmement attractif. Parce qu'elle dit au monde, je suis entière, je suis complète. Et si tu veux faire partie de ma vie, c'est parce que tu l'enrichis, pas parce que tu l'as remplie. Permettez-moi de vous poser une question maintenant, une question que je pose souvent à mes patients et qui les fait toujours réfléchir. Est-ce que vous cherchez quelqu'un pour être heureuse ou est-ce que vous cherchez quelqu'un avec qui partager votre bonheur? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la même chose. Et la réponse à cette question dit beaucoup sur ce que vous révélez aux autres sur vous-même. Passons maintenant à la deuxième chose. Et celle-ci, je l'observe chez presque toutes les femmes que je rencontre, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que la culture les y a encouragées pendant des décennies. Ne dites jamais à personne le détail de vos blessures passées, surtout pas trop tôt, surtout pas à un homme qui n'a pas encore prouvé qu'il mérite de les entendre. Voici ce que je veux dire. Vous avez vécu des choses, peut-être une trahison, peut-être un divorce douloureux, peut-être une relation toxique qui vous pensez encore visible. Et vous portez ces histoires en vous et c'est normal, c'est humain et ces expériences font partie de qui vous êtes. Elles ont contribué à vous sculpter, à vous rendre plus profonde, plus résiliente, plus sage. Je le dis sincèrement et sans condescendance, les femmes qui ont traversé des épreuves et qui en sont sorties debout sont parmi les êtres les plus fascinants que je connaisse. Mais voici le piège. Quand vous racontez ces blessures trop tôt, quand vous les déposez dans une conversation comme si c'était une façon de vous faire connaître, vous ne vous présentez pas, vous vous excusez. Vous dites implicitement « voilà pourquoi je suis comme ça, voilà pourquoi j'ai des défauts, voilà pourquoi vous devriez être patient avec moi ». Et cette posture, aussi sincère qu'elle soit, positionne la relation de façon déséquilibrée dès le départ. Vous devenez quelqu'un qui a besoin d'être compris plutôt que quelqu'un qui choisit de partager. Il y a une différence énorme entre dire voilà mes blessures, soyez gentil avec moi, et dire j'ai traversé des choses difficiles qui m'ont appris beaucoup sur moi-même et sur ce que je veux dans la vie. La première phrase vous place en position de victime, la seconde vous place en position de femme qui a grandi. Et vous êtes la deuxième, pas la première, même si vous ne le ressentez pas encore complètement. Même si vous ne le ressentez pas encore complètement. La psychologie dit quelque chose de très précis sur ce mécanisme. Quand on révèle trop tôt ses vulnérabilités, on crée ce qu'on appelle une dette émotionnelle chez l'autre. L'autre se sent obligé de répondre avec la même profondeur et si ce n'est pas le bon moment, si la relation n'est pas encore assez solide pour porter ce poids, il recule. Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce que le cerveau humain est câblé pour éviter les charges émotionnelles qu'il ne se sent pas équipé pour gérer. Alors que faire de ces blessures? D'abord les reconnaître, les regarder en face avec toute l'honnêteté et la compassion que vous méritez. Ensuite les travailler, les transformer, les intégrer et enfin les partager au bon moment avec la bonne personne dans le bon contexte.
pas comme une confession, pas comme une excuse, mais comme un cadeau que vous faites à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il sait le recevoir avec soin. Savez-vous ce qui se passe dans le cerveau quand on raconte une histoire douloureuse de façon répétée? Les neurosciences nous l'ont montré clairement. Chaque fois qu'on raconte une blessure, on la revit partiellement. On réactive les mêmes circuits neuronaux, on ressent quelque chose de similaire à l'émotion originale. Ce n'est pas de la guérison, c'est de la rumination déguisée en communication. Et cette rumination, elle vous maintient dans la blessure plutôt que de vous en libérer. Alors arrêtez de vous raconter à travers vos douleurs, commencez à vous raconter à travers vos forces. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose que les hommes ne disent jamais aux femmes, quelque chose que j'entends dans mon cabinet quand les hommes parlent librement. Un homme qui rencontre une femme qui porte ses blessures avec légèreté, qui les a clairement traversées et dépassées sans les effacer, cette femme-là lui paraît extraordinairement puissante parce qu'elle dit sans le dire « je suis capable de traverser les tempêtes et de rester debout ». Et ça, c'est exactement ce qu'un homme cherche chez une femme à long terme. Pas quelqu'un à sauver, mais quelqu'un à admirer. Je veux m'arrêter un instant pour vous dire quelque chose d'important. Vous êtes à mi-chemin de la première heure de ce que nous allons explorer ensemble. Et si vous êtes encore là, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît la valeur de ce que nous faisons. Continuez. Parce que les 5 prochaines choses sont encore plus puissantes, encore plus précises et encore plus capables de transformer la façon dont vous vous présentez au monde et aux hommes qui vous entourent. Voici la 3e chose. Et celle-ci va peut-être vous surprendre parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on vous a dit sur l'honnêteté dans les relations. Ne dites jamais à personne combien vous avez besoin d'être validé et approuvé. Attendez, je vais l'expliquer. Je ne suis pas en train de vous dire de cacher qui vous êtes. Je ne suis pas en train de vous dire de prétendre être indifférente aux opinions des autres. Ce serait absurde, ce serait aussi faux. Nous avons tous besoin de validation. C'est une nécessité psychologique profonde. C'est même une nécessité neurologique. Quand quelqu'un nous approuve, notre cerveau libère de la dopamine. C'est réel, c'est mesurable, c'est humain. Mais voici ce qui se passe quand vous exprimez ce besoin directement. Quand vous demandez « est-ce que tu penses que je suis belle » ou « est-ce que tu penses que j'ai bien fait » ou « est-ce que tu m'aimes vraiment ?» vous ne posez pas une question, vous posez un test. Et les tests dans les relations créent de la pression, de la méfiance et à long terme de la fatigue. L'autre commence à avoir l'impression qu'il ne peut jamais dire la bonne chose, qu'il marche sur des œufs, que chaque réponse sera analysée, pesée, interprétée. Et cette impression-là, elle est épuisante. De plus, et c'est là où la psychologie devient vraiment fascinante, quand quelqu'un vous donne la validation que vous avez demandée, elle ne compte pas autant que si elle était spontanée. Le cerveau sait faire la différence entre une validation sollicitée et une validation offerte librement. Et la première, aussi sincère qu'elle soit, ne nourrit pas vraiment le besoin. Elle le calme temporairement comme un médicament qui soulage sans guérir. Alors comment nourrir ce besoin de validation de façon saine en vous validant vous-même d'abord ? En développant ce que les psychologues appellent la régulation interne, la capacité à évaluer vos propres actions, vos propres choix, votre propre valeur à partir de critères internes plutôt qu'externes. Et je sais que ça semble simple, dit comme ça, mais c'est un travail profond, un travail qui demande du temps et de la pratique. Et je vais vous donner un exercice concret pour commencer. Ce soir, avant de vous endormir, posez-vous une seule question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dont je suis fier ? Pas quelque chose de grand, pas quelque chose d'extraordinaire, juste une chose. Peut-être que vous avez dit non à quelque chose qui ne vous convenait pas. Peut-être que vous avez pris soin de vous d'une façon particulière. Peut-être que vous avez été honnête dans une situation difficile. Trouvez cette chose et reconnaissez-la. Dites-vous bien fait, pas à voix haute si vous ne voulez pas, mais dites-le à vous-même, clairement, sincèrement. Et faites-le chaque soir, parce que ce petit rituel, aussi simple qu'il paraisse, commence à reconstruire quelque chose de fondamental, la confiance en votre propre jugement.
Et quand vous avez cette confiance, quand vous n'avez plus besoin que les autres vous disent que vous êtes bien, que vous êtes belle, que vous avez bien fait, quelque chose de magique se produit, les gens autour de vous commencent à vous le dire spontanément. Parce que la confiance en soi est visible, elle est palpable, elle est attirante comme un aimant. Et les hommes, qui sont souvent moins doués que les femmes pour verbaliser leurs émotions, réagissent à cette énergie de façon instinctive et puissante. Continuons. La quatrième chose, et je vais être direct parce que c'est mon style et parce que vous le méritez, ne dites jamais à personne le détail de vos finances ou de vos difficultés financières, surtout pas dans un contexte romantique ou semi-romantique. Je sais que ça peut sembler froid, pragmatique, peut-être même un peu vieux jeu, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est en réalité une question de dignité et de protection de soi. Nous vivons dans une société où l'argent est chargé de symbolisme, où il représente le pouvoir, la liberté, la sécurité. Et quand vous révélez vos difficultés financières à quelqu'un, surtout à un homme, vous créez une dynamique de dépendance potentielle qui peut compromettre l'équilibre de la relation. Ce n'est pas une question de honte. Il n'y a aucune honte à traverser des difficultés financières, aucune. Des millions de personnes brillantes et capables traversent des périodes difficiles et ça ne dit rien sur leur valeur en tant qu'être humain. Mais dans le contexte d'une relation révélée trop tôt ou trop clairement, sa situation financière peut involontairement changer la nature de la connexion. L'autre peut commencer à vous voir à travers le prisme de vos besoins matériels plutôt qu'à travers le prisme de qui vous êtes vraiment. Et voici quelque chose que j'ai observé de nombreuses fois dans ma pratique. Les femmes qui parlent ouvertement de leurs difficultés financières dans des relations naissantes ont souvent l'impression que c'est de l'honnêteté, de la transparence, de la confiance, Et c'est admirable comme intention. Mais le résultat n'est pas toujours celui qu'elles espèrent. Parce que l'honnêteté sur les finances doit venir au bon moment, dans le bon contexte, quand la relation est suffisamment solide pour porter ce type d'informations sans que ça change la dynamique fondamentale. Gardez vos finances pour vous, ou pour un conseiller financier, ou pour des amis très proches qui sont dans votre vie depuis longtemps. Et travaillez sur votre situation financière, non pas parce qu'elle définit votre valeur, mais parce que l'indépendance financière est une des formes les plus puissantes d'indépendance tout court. Et l'indépendance, sous toutes ses formes, est extraordinairement attractive. Vous savez ce que j'aime dans les femmes entre 45 et 60 ans. Et je dis ça avec tout le sérieux et la sincérité dont je suis capable. Ce sont des femmes qui ont souvent tout traversé. Elles ont élevé des enfants, géré des crises, traversé des deuils, reconstruit après des tempêtes. Elles ont une profondeur, une résilience, une intelligence, une intelligence émotionnelle que les femmes plus jeunes n'ont pas encore eu le temps de développer. Et cette richesse-là, cette richesse intérieure immense, c'est le vrai trésor. Pas les finances, pas le compte en banque, pas la taille du appartement. Ce que vous portez en vous, alors protégez ce trésor, pas en le cachant, mais en étant sélectif sur qui y a accès et quand. Permettez-moi de vous poser une autre question, une question que je pose souvent dans mes conférences et qui crée toujours un silence intéressant dans la salle. Combien de fois avez-vous partagé quelque chose d'intime sur vous-même et regretté de l'avoir fait ? Pas une fois, pas deux fois, probablement plusieurs fois. Et si je vous demandais d'analyser ces moments, vous verriez probablement un pattern, un schéma récurrent. Vous avez partagé trop vite avec quelqu'un qui n'était pas encore assez proche dans un moment de vulnérabilité ou d'enthousiasme. Et après, vous avez ressenti ce sentiment désagréable d'avoir trop donné, d'avoir trop exposé, d'avoir ouvert une fenêtre sur quelque chose qui méritait d'être protégé. Ce sentiment, ce n'est pas de la paranoïa, c'est votre intuition qui vous parle. Et l'intuition féminine, permettez-moi de le dire clairement, est l'une des intelligences les plus sophistiquées qui existent. Les neurosciences ont montré que les femmes ont en général une plus grande capacité à lire les signaux sociaux subtils, à détecter les micro-expressions, à sentir les dynamiques relationnelles.
C'est une intelligence réelle, mesurable, précieuse. Apprenez à lui faire confiance. Voici la cinquième chose, et celle-ci est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Ne dites jamais à personne à quel point vous admirez ou aimez quelqu'un, surtout pas à cet quelqu'un lui-même, pas au début, pas trop directement, pas sans réciprocité claire. Je sais, je sais. Tout ce qu'on vous a dit sur l'amour dit le contraire. Exprimez vos sentiments, soyez authentique, n'ayez pas peur de montrer votre cœur. Et il y a une part de vérité là-dedans, bien sûr. Mais voici ce que la psychologie des relations nous dit avec une précision presque mathématique. Dans les premières phases d'une relation, l'équilibre émotionnel est crucial. Quand une personne exprime beaucoup plus que l'autre, le déséquilibre crée une dynamique de pouvoir inconsciente mais très réelle. Celui qui exprime le moins, pas parce qu'il ressent moins, mais parce qu'il est naturellement plus réservé ou plus stratégique, se retrouve en position de force. Et celui qui exprime le plus se retrouve en position de demandeur. Et personne ne veut être en position de demandeur dans une relation, parce que le demandeur dépend de la réponse de l'autre pour se sentir bien. Et cette dépendance, elle vous rend fragile d'une façon qui n'est pas belle, pas pour vous et pas aux yeux de l'autre. Alors ce que je vous propose, ce n'est pas de cacher vos sentiments, ce n'est pas de jouer un jeu froid et calculateur. Ce que je vous propose, c'est de laisser vos actions parler avant vos mots. Montrez votre intérêt par votre présence, par votre attention, par votre engagement dans la conversation, par votre engagement dans la conversation. Mais gardez les grandes déclarations pour le moment où elles seront accueillies avec la même intensité qu'elles sont données. Parce qu'une déclaration d'amour ou d'admiration qui tombe dans le vide, ou pire, qui est accueillie avec un sourire poli et un changement de sujet, est une des expériences les plus douloureuses qui soit. Et voici quelque chose que j'ai appris en travaillant avec des hommes, quelque chose que les femmes savent rarement. La plupart des hommes, surtout après 40 ans, ont une peur profonde de décevoir. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur des attentes émotionnelles que vous posez sur eux. Et quand vous exprimez très tôt des sentiments très forts, leur première réaction n'est pas toujours l'enthousiasme. C'est souvent l'inquiétude. Est-ce que je peux répondre à ça? Est-ce que je veux répondre à ça? Est-ce que je suis prêt pour ça? Et cette inquiétude peut les faire reculer, pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils ont peur de ne pas être capables d'être ce que vous espérez. Alors, donnez-leur le temps, donnez-leur l'espace de venir vers vous et pendant ce temps, continuez à être la femme fascinante, entière, autonome que vous êtes. Parce que c'est ça qui les attire vraiment. Nous sommes maintenant à peu près à 2 heures dans cette conversation et je veux vous demander quelque chose. Est-ce que vous reconnaissez des patterns dans ce que je décris? Est-ce que vous voyez des moments de votre vie où vous avez fait une ou plusieurs de ces choses? Si oui, ne vous jugez pas. Vraiment, ne vous jugez pas. Ce que je vous décris, ce ne sont pas des erreurs de caractère, ce ne sont pas des défauts. Ce sont des comportements appris, des réponses à des besoins légitimes qui n'ont simplement pas été exprimés de la façon la plus efficace. Et tout comportement appris peut être désappris et remplacé par quelque chose de plus puissant. Voici la 6e chose, et celle-ci concerne quelque chose de très spécifique et de très important pour les femmes qui traversent ou ont traversé une séparation. Ne dites jamais à personne, et surtout pas à votre ex, que vous n'avez pas encore tourné la page. Je vais vous expliquer pourquoi, avec toute la précision clinique dont je suis capable, mais aussi avec toute la chaleur humaine que cette situation mérite. Quand une relation se termine, il y a un processus de deuil. Et ce deuil est réel, il est légitime, il est nécessaire. Vous avez perdu quelque chose d'important, quelqu'un d'important, et votre psyché a besoin de temps pour intégrer cette perte. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la santé psychologique. Mais voici ce qui se passe quand vous exprimez ce deuil à voix haute devant lui, devant ses amis, devant vos amis communs. Vous envoyez un signal qui dit je suis encore disponible, je suis encore attaché, je suis encore dans l'attente. Et ce signal-là, contrairement à ce que vous espérez peut-être, ne le fait pas revenir.
Il lui donne la certitude que vous serez là si jamais il a besoin de se sentir bien, si jamais il traverse une mauvaise période avec la nouvelle personne dans sa vie, si jamais il a besoin d'un ego boost. Et vous méritez infiniment mieux que d'être la personne à qui on revient par commodité. De plus, et c'est quelque chose que j'ai observé de façon répétée dans ma pratique. Les hommes qui savent que leur ex est encore attaché ont tendance à prendre moins soin d'eux-mêmes dans cette relation résiduelle. Ils sont moins attentionnés, moins respectueux, moins engagés, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas à faire d'efforts. Vous êtes là de toute façon. Alors que faire ? Faites le deuil en privé, pleurez si vous en avez besoin, parlez-en à un thérapeute, écrivez dans un journal, parlez à vos amis les plus proches, mais devant lui, devant le monde extérieur, présentez la version de vous qui avance, pas parce que c'est faux, mais parce que c'est la version que vous êtes en train de devenir. Et en la présentant, vous accélérez le processus de devenir vraiment cette personne. Il y a un concept en psychologie que j'aime beaucoup, c'est le concept d'acting as if, agir comme si vous alliez bien, comme si vous avanciez, comme si vous étiez en train de construire quelque chose de nouveau, même si intérieurement, vous n'êtes pas encore tout à fait là. Ce n'est pas du mensonge, c'est de la construction. Vous construisez la réalité que vous voulez vivre en commençant à vous y comporter comme si elle existait déjà. Et voici ce qui se passe quand vous faites ça. Votre cerveau, qui est un organe remarquablement adaptable, commence à croire à la réalité que vous lui présentez. Les émotions suivent les comportements autant que les comportements suivent les émotions. C'est une découverte fondamentale de la psychologie moderne et elle est extrêmement utile dans les situations de deuil relationnel. Maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose d'un peu différent, quelque chose qui touche à la façon dont vous vous présentez au monde de façon plus générale, parce que ce que nous explorons aujourd'hui ne concerne pas seulement les relations romantiques, ça concerne aussi votre vie professionnelle, vos amitiés, votre famille, toutes les sphères de votre vie sociale. La septième chose, la dernière, peut-être la plus profonde de toutes, ne dites jamais à personne que vous ne croyez plus en vous. C'est une chose que j'entends souvent dans mon cabinet, formulée de façon différente. Je ne suis plus sûr de ce que je veux, je ne sais plus qui je suis, je me sens perdu, je ne sais plus si je mérite d'être heureuse. Je ne sais plus si je mérite d'être heureuse. Et chaque fois que j'entends ces mots, je sens quelque chose de particulier, une combinaison de tristesse pour la douleur qu'ils représentent et d'énergie pour le potentiel de transformation qu'ils contiennent. Parce que voici la vérité, ces pensées, aussi réelles qu'elles semblent, aussi douloureuses qu'elles soient, ne sont pas des faits. Ce sont des états mentaux temporaires, des constructions cognitives qui ont été renforcées par des expériences difficiles, par des messages reçus de l'extérieur, par une accumulation de moments où vous avez mis vos besoins en dernier, vos désirs en attente, vos rêves en suspens, et ces constructions-là peuvent être déconstruites. Pas facilement, pas du jour au lendemain, mais elles peuvent l'être. Mais voici pourquoi il ne faut pas le dire à tout le monde. Quand vous exprimez ce doute fondamental sur vous-même, quand vous dites « je ne crois plus en moi » à quelqu'un qui n'est pas équipé pour vous aider à traverser ça, deux choses peuvent se passer. Soit cette personne vous rassure de façon superficielle, « oh mais bien sûr que tu es formidable » et cette réassurance, aussi bien intentionnée qu'elle soit, ne fait rien pour le problème réel. Soit, et c'est plus insidieux, cette personne commence à vous voir à travers le prisme de ce doute. Et une fois qu'une personne a cette image de vous, il est très difficile de la changer. Les perceptions sont tenaces. La psychologie sociale nous l'a montré de façon répétée. Une fois qu'on a une image de quelqu'un, on filtre les informations nouvelles pour les faire correspondre à cette image. Si vous avez dit t'as quelqu'un, je ne crois plus en moi, même si dans 6 mois vous êtes rayonnante, confiante, épanouie, cette personne aura tendance à chercher les signes de fragilité plutôt que les signes de force. C'est injuste, mais c'est humain. Alors gardez ce doute pour les espaces sûrs.
La thérapie, le journal intime, les amis les plus proches qui ont une relation suffisamment solide avec vous pour tenir ce doute sans le projeter sur vous. Et partout ailleurs, présentez la version en construction de vous-même, pas la version parfaite, pas la version qui prétend n'avoir aucune difficulté, mais la version qui avance, qui cherche, qui construit. Voici quelque chose que je veux vous dire avec toute la conviction dont je suis capable, quelque chose que 30 ans de pratique clinique m'ont appris de façon irréfutable. Les femmes entre 45 et 60 ans sont, en termes de potentiel humain, parmi les êtres les plus puissants qui existent sur cette planète. Et je ne dis pas ça pour vous flatter, je dis ça parce que c'est vrai et parce que je peux l'expliquer. À 45 ans, une femme a derrière elle suffisamment d'expérience pour savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Elle a traversé suffisamment d'épreuves pour savoir qu'elle peut survivre aux tempêtes. Elle a développé une intelligence émotionnelle que les études scientifiques montrent comme étant à son pic à cet âge. Elle a une clarté sur ses valeurs que les femmes plus jeunes n'ont pas encore eu le temps de développer. Elle est, en un mot, formidable. Et pourtant, la société envoie des messages exactement contraires. La société dit que passé 40 ans, une femme devient moins visible, moins désirable, moins pertinente. Et ces messages sont partout, dans les publicités, dans les films, dans les conversations anodines, dans les regards qui glissent sur vous sans s'arrêter. Et si vous n'êtes pas vigilante, si vous n'avez pas une armure psychologique solide, ces messages finissent par s'infiltrer et vous faire croire des choses qui sont fondamentalement fausses. Je vais vous dire quelque chose que les hommes ne disent pas assez. Quand un homme de 50 ans rencontre une femme de 50 ans qui est à l'aise dans sa peau, qui connaît sa valeur, une vie riche et intéressante, qui n'a pas besoin de lui mais qui choisit d'être avec lui, cet homme-là est fasciné. Il est intimidé parfois dans le bon sens du terme. Il sent qu'il a en face de lui quelqu'un qui mérite son respect, son attention, son meilleur, et ça change tout à la dynamique. Alors arrêtez d'écouter les messages qui vous disent que vous êtes moins, vous êtes plus. Vous êtes plus profonde, plus sage, plus intéressante, plus résiliente que vous ne l'avez jamais été. Et si vous apprenez à protéger cette richesse, à ne pas la disperser au premier venu, à la partager sélectivement avec ceux qui le méritent vraiment, vous devenez quelque chose d'irrésistible. Je veux maintenant approfondir quelque chose que j'ai mentionné plus tôt parce que je pense qu'il mérite qu'on s'y attarde. Je veux parler de la différence entre la vulnérabilité courageuse et la vulnérabilité destructrice, parce que je sais que certaines d'entre vous pensent peut-être que ce que je décris va à l'encontre de l'idée que la vulnérabilité est une force. Et je veux clarifier ça. Brené Brown, dont je respecte énormément le travail, parle de la vulnérabilité comme d'un acte de courage. Et elle a raison. Mais il y a une nuance cruciale que l'on oublie souvent dans la popularisation de cette idée. La vulnérabilité courageuse, c'est de choisir d'être vu tel qu'on est, avec ses forces et ses faiblesses, dans un espace sûr, avec des personnes qui ont mérité cet accès. Ce n'est pas de tout dire à tout le monde dans n'importe quelle situation. Ce n'est pas de confondre l'ouverture émotionnelle avec l'absence de frontières. Les frontières ne sont pas des murs, les frontières ne sont pas des portes avec des serrures. Et vous êtes la seule à décider qui a à la clé. Cette distinction est fondamentale et elle est au cœur de tout ce que nous explorons aujourd'hui. Pensez à votre jardin intérieur. Imaginez que vous avez un jardin magnifique, plein de fleurs rares, de plantes précieuses, de fruits délicats. Vous n'ouvrez pas ce jardin à n'importe qui, vous n'invitez pas des inconnus à y entrer et à en faire ce qu'ils veulent. Vous choisissez les personnes qui entrent, vous les guidez, vous leur montrez ce que vous voulez qu'elles voient et vous gardez certains coins pour vous seuls ou pour ceux qui ont prouvé qu'ils en prendraient soin. C'est ça la gestion saine de vos informations personnelles. Ce n'est pas de la fermeture, c'est de la sélection. Et voici quelque chose de très pratique que je veux vous donner maintenant. La prochaine fois que vous êtes sur le point de partager quelque chose d'intime sur vous-même, posez-vous 3 questions avant de le faire. Première question, est-ce que cette personne a mérité d'entendre ça ?
Deuxièmement, est-ce que ce partage me sert moi ou est-ce que je le fais par besoin d'être comprise ou validée? Troisièmement, si cette information se retrouvait dans les mains de quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, est-ce qu'elle pourrait vous blesser? Ces 3 questions ne prennent que quelques secondes, mais elles peuvent vous éviter des années de regrets. Essayez-les, vraiment, dès aujourd'hui. Maintenant, je veux vous parler d'un phénomène que j'observe de façon répétée et qui est directement lié à notre sujet. Je l'appelle le syndrome de la transparence forcée. C'est le besoin compulsif de tout dire, de tout expliquer, de tout justifier, qui vient souvent d'une peur profonde d'être mal comprise ou d'être rejetée. Et ce syndrome est particulièrement fréquent chez les femmes qui ont grandi dans des environnements où leurs émotions n'étaient pas validées, où elles devaient constamment se justifier pour avoir le droit d'exister émotionnellement. Si vous vous reconnaissez dans ça, si vous avez tendance à over-expliquer, à donner trop de contexte, à vous justifier avant même qu'on vous demande des explications, sachez que ce comportement a une origine compréhensible et une solution accessible. L'origine, c'est souvent une enfance ou une jeunesse où vous avez appris que vos émotions n'étaient acceptées que si vous les expliquiez suffisamment bien. La solution, c'est d'apprendre que vos émotions sont valides en elles-mêmes, sans justification, sans explication, sans permission. Vous n'avez pas expliqué pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit que votre expérience intérieure est légitime. Elle l'est, par définition, parce qu'elle est la vôtre. Et quand vous commencez à vivre à partir de cette certitude, quelque chose de remarquable se produit, vous cessez de vous répandre en explications et en justifications et vous commencez à parler avec une économie de mots qui est en elle-même une forme de puissance. Les gens qui parlent peu mais bien ont une présence que les gens qui parlent beaucoup n'ont pas. Et cette présence, cette qualité d'être, sans avoir besoin de remplir le silence, est quelque chose que les autres ressentent et respectent. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'animais un groupe de thérapie avec des femmes qui traversaient des séparations douloureuses. Et il y avait une femme dans ce groupe, je l'appellerai Claire, qui était particulièrement silencieuse les premières semaines. Elle écoutait, elle observait, mais elle parlait peu. Et quand elle parlait, c'était avec une précision et une profondeur qui laissait tout le monde sans voix. Pas parce qu'elle disait des choses extraordinaires, mais parce qu'elle choisissait ses mots avec soin, parce qu'elle ne disait que ce qu'elle avait vraiment envie de dire, et parce que chaque mot avait du poids. Et j'ai observé quelque chose d'intéressant dans ce groupe. Les autres participants lui accordaient une attention particulière. Ils attendaient qu'elle parle, ils prenaient ses mots au sérieux d'une façon différente. Et à la fin du groupe, plusieurs participants m'ont dit que Claire les avait particulièrement marqués. Pas parce qu'elle était la plus expressive, mais parce qu'elle était la puissance du silence choisie. Pas le silence de la peur ou de la honte, mais le silence de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et qui ne le disperse pas au hasard. Parlons maintenant de quelque chose qui est intimement lié à tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, la question de l'image que vous projetez sur les réseaux sociaux. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un espace où beaucoup de ces erreurs se produisent de façon amplifiée et permanente. Combien de fois avez-vous vu ou peut-être fait vous-même des posts qui révèlent une douleur, une solitude, un manque, des statuts qui disent entre les lignes « je souffre ». Je suis seul, je cherche quelque chose. Et je comprends l'impulsion derrière ça. Les réseaux sociaux donnent l'illusion d'une connexion, d'une audience, de quelqu'un qui vous entend. Et dans les moments de douleur, cette illusion peut être séduisante. Mais voici ce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas comment ces posts sont reçus. Vous ne voyez pas les gens qui les lisent et qui se forgent une image de vous que vous ne contrôlez pas. Vous ne voyez pas votre ex qui regarde votre profil et qui pense soit elle va mal, soit elle cherche de l'attention, et aucune de ces deux pensées ne vous place dans la position que vous méritez. Utilisez les réseaux sociaux pour montrer votre vie, pas vos blessures, montrer les endroits où vous allez, les choses qui vous passionnent, les moments de beauté que vous capturez dans votre quotidien.
Pas de façon artificielle, pas en prétendant que tout va parfaitement bien si ce n'est pas le cas, mais en choisissant de montrer la partie de vous qui avance, qui explore, qui vit. Et si vous avez envie de partager quelque chose de plus profond, de plus intime, posez-vous la question, est-ce que je partage ça parce que ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre ou est-ce que je partage ça parce que j'ai besoin que quelqu'un le voie? Si c'est la première raison, allez-y. Si c'est la deuxième, trouvez un autre espace pour ce besoin. Nous sommes maintenant à environ 3 heures dans cette conversation et je veux prendre un moment pour vous parler de quelque chose de plus fondamental, quelque chose qui sous-tend tout ce que nous avons exploré. Je veux vous parler de l'estime de soi, pas de façon abstraite, mais de façon très concrète et très pratique. L'estime de soi n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qu'on construit, qu'on entretient, qu'on renforce par des actions quotidiennes. Et l'une des façons les plus efficaces de la construire, c'est précisément de commencer à protéger ce qui vous appartient, à être sélective sur ce que vous partagez et avec qui, à vous traiter vous-même comme quelqu'un qui mérite d'être protégé. Voici comment ça fonctionne psychologiquement. Quand vous décidez de ne pas partager quelque chose d'intime avec quelqu'un qui ne l'a pas mérité, vous envoyez un message à votre propre cerveau. Ce message dit « Je suis précieuse ». Ce que je ressens, ce que je vis mérite d'être protégé. Et ce message, répété suffisamment de fois à travers vos actions, commence à reconstruire une image de vous-même plus forte, plus digne, plus confiante. C'est ce que les psychologues appellent la cohérence comportementale. Vos actions façonnent vos croyances autant que vos croyances façonnent vos actions. Si vous agissez comme quelqu'un qui se respecte, vous commencez à vous respecter davantage. Si vous agissez comme quelqu'un qui a de la valeur, vous commencez à croire davantage en votre valeur. Et je veux vous donner maintenant quelque chose de très concret, une pratique que je recommande à mes patients et qui a des effets mesurables sur l'estime de soi. Je l'appelle la pratique des frontières conscientes. Voici comment ça fonctionne chaque matin. Pendant 5 minutes, identifiez une situation dans votre journée à venir où vous pourriez être tenté de trop partager, de trop expliquer, de trop vous exposer. Ça peut être une réunion de travail, un déjeuner avec une amie, un message à envoyer à votre ex. Et pour chacune de ces situations, décidez à l'avance ce que vous allez dire et ce que vous allez garder pour vous. Pas de façon rigide, pas de façon mécanique, mais de façon consciente. Et le soir, évaluez comment vous avez fait, pas pour vous juger, mais pour apprendre. Cette pratique, aussi simple qu'elle paraisse, développe quelque chose de très précieux, la conscience de soi dans l'action, la capacité à observer vos propres comportements en temps réel et à les ajuster si nécessaire. Et cette conscience-là est la base de tout changement durable. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose qui m'est très cher en tant que psychiatre et en tant qu'être humain, la question de la dignité dans les relations, parce que tout ce que nous avons exploré aujourd'hui tourne autour d'un concept central, et ce concept, c'est la dignité. La dignité n'est pas de la fierté. La fierté peut être fragile, défensive, réactive. La dignité est quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus ancré. C'est la conviction tranquille que vous avez une valeur intrinsèque qui ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous, de ce que votre équipe pense de vous, de ce que la société vous dit de vous. C'est la certitude que vous méritez d'être traité avec respect, non pas parce que vous l'avez mérité par vos actions ou vos accomplissements, mais simplement parce que vous êtes un être humain. Et quand vous opérez à partir de cette dignité, quand vous la portez comme un vêtement intérieur, quelque chose change dans la façon dont les autres vous traitent. Pas parce que vous le demandez, pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous l'exigez, mais parce que vous le rayonnez, parce que la dignité est visible. Elle est dans la façon dont vous tenez votre corps, dans la façon dont vous parlez, dans la façon dont vous choisissez
de ne pas répondre à certaines choses. J'ai une théorie que je partage souvent avec mes patients et qui fait toujours sourire au début, mais qui fait réfléchir ensuite. Je dis que la vraie séduction n'est pas dans ce que vous montrez, elle est dans ce que vous ne montrez pas. Ce qui est mystérieux est toujours plus attractif que ce qui est complètement exposé. Ce qui est sélectivement partagé a plus de valeur que ce qui est distribué librement. Et cette loi qui s'applique aux œuvres d'art, aux grandes marques, aux personnalités qui fascinent, s'applique aussi aux êtres humains. Vous êtes une œuvre d'art, pas au sens superficiel du terme, pas au sens de l'apparence physique, mais au sens de la complexité, de la profondeur, de la richesse intérieure. Et comme toute œuvre d'art, vous gagnez à être découverte progressivement, à révéler vos couches une par une, à resser l'autre, à avoir l'impression de faire une découverte plutôt que de recevoir une livraison complète. Voici quelque chose que je veux que vous fassiez dès demain matin. Regardez-vous dans le miroir, pas pour évaluer votre apparence physique, mais pour vous regarder dans les yeux. Et dites-vous à voix haute si vous pouvez, ou en pensée si vous préférez, je suis une personne de valeur, ce que je pense, ce que je ressens, ce que je vis mérite d'être protégé et partagé avec soin. Je choisis avec qui j'ouvre mon cœur et ce choix est un acte de respect envers moi-même. Ça peut sembler un peu théâtral, je sais, et je vous vois à sourire, peut-être un peu sceptique, mais la recherche en psychologie positive est très claire sur ce point. Les affirmations dites à soi-même, surtout devant un miroir, ont un effet mesurable sur l'estime de soi à long terme. Pas parce qu'elle change magiquement la réalité, mais parce qu'elle commence à reconfigurer les circuits neuronaux qui sous-tendent la façon dont vous vous percevez. Et cette reconfiguration répétée suffisamment de fois devient permanente. Je veux maintenant aborder quelque chose de plus nuancé, quelque chose qui touche à la façon dont tout ce que nous avons exploré s'applique différemment selon les contextes. Parce que je ne veux pas vous laisser avec l'impression que la règle est toujours de tout garder pour soi. Ce serait une lecture trop simpliste et trop rigide de ce que je vous propose. Il y a des contextes où partager est non seulement approprié, mais nécessaire. La thérapie, bien sûr, les amitiés profondes et éprouvées, les relations amoureuses qui ont atteint un niveau de confiance et de réciprocité suffisant, les groupes de soutien où la règle implicite est la confidentialité et le respect mutuel, dans ces contextes, partager est une force, une connexion, un acte de courage et de confiance. Ce que je vous propose, ce n'est pas de vous fermer, c'est de devenir plus consciente, plus intentionnelle, plus sélective dans vos partages, c'est de passer de la transparence automatique à la transparence automatique à la transparence choisie. Et cette distinction, aussi subtile qu'elle paraisse, change tout. Pensez à la différence entre une rivière qui coule librement sans berge et une rivière qui coule entre des berges bien définies. La première est un marécage, elle s'étale, elle perd sa force, elle devient stagnante. La seconde est puissante, elle a une direction, elle a de l'énergie, elle va quelque part. Vos partages sont comme cette rivière. Avec des berges conscientes, ils ont une puissance que la dispersion n'aura jamais. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un sujet qui est directement lié à tout ce que nous avons exploré et qui concerne spécifiquement les femmes qui sont en train de reconstruire leur vie après une séparation ou une période difficile. Je veux vous parler de la réinvention. La réinvention est l'un des processus les plus puissants et les plus fascinants que j'ai observés dans ma carrière et il se produit souvent de façon paradoxale après les périodes les plus difficiles. Comme si la douleur, quand elle est traversée avec courage et conscience, avait le pouvoir de brûler ce qui n'était plus utile et de laisser place à quelque chose de nouveau, de plus authentique, de plus aligné avec qui vous êtes vraiment. J'ai vu des femmes de 50 ans se réinventer de façon qui laissait sans voix, changer de carrière, développer des passions qu'elles avaient mises en veille pendant des années, voyager seules pour la première fois, créer des amitiés plus profondes et plus nourrissantes que celles qu'elles avaient avant. Et dans chacun de ces cas, la réinvention n'était pas une fuite de qui elles étaient, c'était un retour à qui elles étaient vraiment avant que les compromis, les accommodements, les peurs ne les aient éloignées d'elles-mêmes.
Et voici ce que j'ai observé de façon constante, les femmes qui se réinventent après une période difficile et qui le font avec conscience, avec intention, sans se précipiter dans une nouvelle relation pour remplir le vide, ces femmes-là deviennent extraordinairement attractives. Pas seulement aux yeux des hommes, mais aux yeux de tout le monde. Parce qu'elles rayonnent quelque chose que l'on reconnaît instinctivement, elles rayonnent la vie. La vraie vie, celle qui a été choisie, construite, voulue. Et les hommes, même ceux qui ne le verbalisent pas, même ceux qui ne le comprennent pas intellectuellement, sentent cette énergie et ils en sont attirés comme des papillons vers la lumière, pas parce que vous avez fait quelque chose de particulier pour les attirer, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un qui mérite d'être là. Voici une question que je veux vous poser maintenant, une question qui mérite une réponse honnête et peut-être un peu de courage. Quelle est la partie de vous que vous avez mise en veille ces dernières années? Quelle est la passion, le talent, le désir, le rêve que vous avez remis à plus tard, que vous avez sacrifié sur l'autel de la relation, de la famille, du travail, des responsabilités? Quelle est cette partie de vous qui attend d'être réveillée? Parce que cette partie-là, cette partie en veille, elle est en vous. Elle n'est pas morte, elle n'est pas perdue à l'attention plan, que vous lui accordiez de l'attention. Et la réveiller, la nourrir, lui donner de l'espace, c'est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour vous-même, pour votre bonheur et oui, pour votre attractivité. Je veux maintenant vous parler d'un concept que j'utilise souvent avec mes patients et qui est particulièrement pertinent pour les femmes qui traversent des transitions importantes dans leur vie. Je l'appelle le concept du centre de gravité intérieur. Le centre de gravité intérieur, c'est ce point en vous à partir duquel vous fonctionnez, à partir duquel vous évaluez votre propre valeur. Et il y a deux façons de fonctionner. Soit votre centre de gravité est à l'intérieur de vous, ancré dans vos valeurs, vos convictions, votre sens de vous-même, soit il est à l'extérieur, dépendant des opinions des autres, de leur approbation, de leur présence. Quand votre centre de gravité est à l'extérieur, vous êtes constamment en train de vous ajuster en fonction de ce que les autres pensent, veulent, disent. Vous êtes réactive plutôt que proactive. Vous êtes définie par les autres plutôt que par vous-même. Et cette façon de fonctionner est épuisante parce qu'elle vous prive du contrôle sur votre propre vie. Quand votre centre de gravité est à l'intérieur, quelque chose de fondamental change. Vous pouvez toujours être influencé par les autres, vous pouvez toujours tenir compte de leurs opinions et de leurs besoins, mais vous le faites à partir d'un lieu de stabilité intérieure qui ne vacille pas à chaque vent. Vous avez un ancrage. Et cet ancrage vous donne une liberté que rien d'autre ne peut vous donner. Et voici le lien avec ce que nous explorons aujourd'hui. Quand vous protégez ce qui vous appartient, quand vous êtes sélectif sur ce que vous partagez, quand vous ne dispersez pas votre énergie émotionnelle au premier venu, vous renforcez votre centre de gravité intérieure. Vous vous dites implicitement « je suis la gardienne de ma propre vie, je décide ce qui entre et ce qui sort » et cette décision répétée suffisamment de fois devient une façon d'être. Nous approchons maintenant de la 4e heure de notre conversation et je veux prendre le temps d'explorer quelque chose de plus détaillé sur la façon dont ces principes s'appliquent concrètement dans les interactions quotidiennes. Parce que la théorie, aussi belle soit-elle, ne vaut rien si elle ne se traduit pas en actions concrètes. Parlons de la communication dans les relations, que ce soit avec un ex, avec un nouvel homme, avec des collègues, avec des amis. Comment appliquer ces principes de façon pratique et naturelle sans avoir l'air froid ou distant, sans perdre votre authenticité ? La première règle de communication que je recommande, et elle est directement liée à tout ce que nous avons exploré, c'est la règle du 1 pour 2. Pour chaque chose intime que vous partagez, attendez que l'autre en partage 2. Pas de façon mécanique, pas en comptant les échanges, mais en étant consciente du flux de la conversation. Est-ce que vous donnez plus que vous recevez? Est-ce que vous êtes la seule à vous ouvrir?
Est-ce que l'autre contribue autant que vous à la profondeur de la conversation? Si vous réalisez que vous êtes toujours celle qui ouvre, qui expose, qui partage pendant que l'autre reste en surface, c'est un signal. Pas nécessairement que l'autre est mauvais ou peu intéressé, mais peut-être que le moment n'est pas encore venu pour ce niveau de profondeur, ou peut-être que cette personne n'est tout simplement pas capable de réciprocité à ce niveau. La deuxième règle, c'est la règle du délai. Avant de partager quelque chose d'important, attendez 24 heures. Pas pour tout, bien sûr, mais pour les choses qui touchent à vos blessures, à vos peurs, à vos besoins les plus profonds. Dormez dessus. Et le lendemain, si vous avez encore envie de le partager et si le contexte est toujours approprié, alors partagez. Vous serez souvent surpris de constater que 24 heures plus tard, le besoin urgent de partager s'est dissipé ou que vous avez une perspective différente sur ce que vous voulez dire et comment vous voulez le dire. La troisième règle, c'est la règle du contexte. Chaque chose que vous partagez a un contexte optimal. Un dîner romantique n'est pas le bon contexte pour parler de vos difficultés financières. Une conversation légère et enjouée n'est pas le bon contexte pour aborder vos blessures du passé. Un message WhatsApp n'est pas le bon format pour une conversation profonde sur l'avenir de votre relation. Soyez consciente du contexte et adaptez ce que vous partagez à ce qu'il peut accueillir. Et la quatrième règle, peut-être la plus importante de toutes, c'est la règle de l'attention. Avant de partager quelque chose, demandez-vous quelle est mon intention. Est-ce que je partage ça pour me connecter vraiment avec cette personne ou est-ce que je partage ça pour soulager une tension intérieure, pour obtenir de la validation, pour tester l'autre, pour provoquer une réaction, pour tester l'autre, pour provoquer une réaction? Si votre intention n'est pas la connexion authentique, trouvez un autre moyen de satisfaire ce besoin. Ces 4 règles appliquées avec conscience et régularité transforment profondément la qualité de vos communications. Elles vous font passer de quelqu'un qui réagit à quelqu'un qui choisit. Et ce passage de la réactivité à la choix est l'un des changements les plus libérateurs que l'on puisse vivre. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle la séduction de la profondeur, parce que je pense que beaucoup de femmes ont une idée erronée de ce qui les rend attractives, et cette idée erronée les amène à se comporter de façon qui produise l'effet inverse de celui qu'elles espèrent. La séduction superficielle, c'est ce que la société nous vend constamment. L'apparence physique, la jeunesse, la disponibilité, la conformité à un certain standard de féminité, la conformité à un certain standard de féminité. Et oui, ces choses ont leur importance dans les premières secondes d'une rencontre. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Mais la séduction durable, celle qui crée des relations profondes et durables, celle qui fait qu'un homme pense encore à vous des mois après vous avoir rencontré, cette séduction-là a très peu à voir avec l'apparence physique. Elle a tout à voir avec la profondeur, le mystère, l'intelligence, la présence et oui, la sélectivité. Voici ce qui se passe dans le cerveau d'un homme quand il rencontre une femme qui ne lui dit pas tout, qui ne se livre pas complètement dès le départ, qui a clairement une vie intérieure riche et une vie extérieure intéressante. Son cerveau active ce qu'on appelle le circuit de la récompense en anticipette, le circuit qui s'active quand on anticipe quelque chose de potentiellement très bien sans encore savoir exactement ce que c'est. C'est le même circuit qui s'active quand on est sur le point d'ouvrir un cadeau ou quand on commence un roman dont on ne connaît pas encore la fin. Et ce circuit, une fois activé, crée une forme de fascination qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus durable que la fascination créée par quelqu'un qui a tout dit dès le départ. Parce que le mystère engage, le mystère retient, le mystère donne envie de revenir. Je ne vous dis pas d'être mystérieuse de façon artificielle, de jouer un rôle, de cacher les choses par calcul. Je vous dis d'être naturellement sélective, de partager progressivement, de laisser votre profondeur se révéler au fil du temps plutôt que d'un seul coup. Et ça, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la sagesse relationnelle. Voici quelque chose que j'ai observé dans ma pratique qui illustre parfaitement ce point. J'ai travaillé avec 2 femmes de façon simultanée, toutes les 2 dans la cinquantaine, toutes les 2 récemment séparées, toutes les 2 à la recherche de nouvelles relations.
La première, appelons-la Isabelle, avait tendance à tout dire très vite. Dès les premières rencontres, elle racontait son divorce, ses blessures, ses peurs, ses espoirs, ses espoirs. Elle était sincère, elle était touchante, et les hommes qu'elle rencontrait l'appréciaient. Mais il ne restait pas. Il disait qu'elle était très bien, mais qu'il ne ressentait pas de spark, pas de cette tension magnétique qui donne envie de revenir. La seconde, appelons-la Sophie, avait appris après quelques séances à être sélective dans ses partages. Elle était toujours chaleureuse, toujours présente, toujours authentique. Mais elle gardait ses profondeurs pour elle dans les premières rencontres. Elle laissait l'autre découvrir progressivement qui elle était. Et les hommes qu'elle rencontrait étaient fascinés. Ils voulaient la revoir, ils voulaient en savoir plus. Ils avaient l'impression d'être en train de découvrir quelque chose de précieux. La différence entre Isabelle et Sophie n'était pas dans leurs valeurs. Elles en avaient autant l'une que l'autre. Elle était dans la façon dont elles géraient leurs révélations. Et cette différence a tout changé. Continuons maintenant à explorer des aspects plus pratiques et plus concrets de tout ce que nous avons abordé. Je veux vous parler de la façon dont vous gérez les questions intrusives, ces questions que les gens posent parfois sans vraiment réaliser à quel point elles sont invasives. Vous savez, les questions comme alors tu fais quoi depuis que tu es séparé, ou est-ce que tu penses qu'il va revenir, ou tu ne te sens pas seul sans les enfants, ou tu ne cherches pas à rencontrer quelqu'un. Ces questions, aussi bien intentionnées qu'elles soient, peuvent vous mettre dans une position où vous vous sentez obligé de vous expliquer, de vous justifier, de partager plus que vous ne le voulez. Et la plupart des gens, quand ils reçoivent ces questions, répondent de façon automatique, soit en surpartageant, soit en se fermant de façon qui peut sembler froide. Il y a une troisième voie, et c'est celle que je vous recommande. C'est la réponse élégante, celle qui répond à la question, sans vraiment répondre à la question, qui donne assez pour que l'autre ne se sente pas rejeté, mais qui ne vous expose pas plus que vous ne le souhaitez. Par exemple, à la question « Tu ne te sens pas seul ?» vous pouvez répondre « J'apprends à apprécier mon propre espace, c'est une expérience intéressante » et vous souriez et vous changez de sujet. Vous n'avez pas menti, vous n'avez pas partagé plus que vous ne le vouliez et vous avez gardé votre dignité intacte. À la question « Tu ne cherches pas à rencontrer quelqu'un ?» vous pouvez répondre « Je suis très occupé à construire des choses qui me passionnent en ce moment. » Encore une fois, vrai, élégant et qui dit quelque chose de vous sans vous exposer. Ces réponses, avec la pratique, deviennent naturelles. Et elles ont un effet secondaire très agréable. Elles vous donnent l'air de quelqu'un qui a une vie intérieure riche et des priorités claires. Et ça, c'est attractif. Je veux maintenant aborder quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, quelque chose que je considère comme l'un des aspects les plus importants de tout ce que nous explorons aujourd'hui. Je veux vous parler de la relation que vous avez avec votre propre corps. Parce que l'une des choses que les femmes révèlent souvent et qui les fragilise, c'est leur insécurité par rapport à leur corps, surtout après 45 ans, quand le corps change, quand la ménopause arrive, quand les marques du temps deviennent visibles. Et je comprends profondément cette insécurité parce que nous vivons dans une culture qui est profondément hostile au corps des femmes qui vieillissent. Mais voici ce que je veux vous dire avec toute la conviction de quelqu'un qui a passé 30 ans à étudier la psychologie humaine, un corps qui a vécu, qui porte les marques de l'expérience, qui a enfanté, qui a traversé des maladies, qui a vieilli avec grâce. Ce corps-là est un corps remarquable. Et la façon dont vous le portez, avec quelle dignité, quelle acceptation, quelle présence, en dit infiniment plus sur votre attractivité que la perfection physique. J'ai travaillé avec des femmes qui correspondaient à tous les standards de beauté conventionnelle et qui étaient profondément malheureuses dans leur relation parce qu'elles portaient leur corps avec honte et insécurité. Et j'ai travaillé avec des femmes qui ne correspondaient pas du tout à ces standards et qui rayonnaient une attractivité réelle et puissante parce qu'elles habitaient leur corps avec une aisance et une acceptation qui étaient magnétiques.
La différence n'était pas dans le corps, la différence était dans la relation au corps. Alors, comment développer cette relation de paix avec votre corps? D'abord, en cessant de le comparer à ce qu'il était à 30 ans, ou à ce que les magazines montrent, ou à ce que votre voisine ou votre sœur a. Votre corps est unique, il est le vôtre, il a une histoire qui lui est propre. Deuxièmement, en commençant à le remercier pour ce qu'il fait pour vous chaque jour, pour les pas qu'il fait, pour les respirations qu'il prend, pour les plaisirs qu'il vous permet de ressentir. Et troisièmement, en prenant soin de lui, non pas pour correspondre à un standard externe, mais parce que vous méritez d'être dans un corps qui se sent bien. L'exercice physique, le sommeil, la nutrition, les soins que vous vous accordez, tout ça n'est pas de la vanité, c'est de la santé au sens le plus complet du terme, sens le plus complet du terme. Et quand vous prenez soin de vous de cette façon, vous envoyez un message très clair au monde, je me respecte. Et les gens qui vous entourent le reçoivent. Nous sommes maintenant à environ 5 heures dans notre conversation. C'est maintenant environ 5 heures dans notre conversation. Et je veux commencer à vous amener vers quelque chose de plus intégratif, quelque chose qui relie tout ce que nous avons exploré dans une vision plus large et plus cohérente. Je veux vous parler de ce que j'appelle la stratégie de la vie riche. Parce que tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, la sélectivité dans les partages, la protection de votre espace intérieur, le développement de votre centre de gravité intérieur, le développement de votre centre de gravité intérieur, tout ça n'a de sens que dans le contexte d'une vie qui est réellement riche, réellement intéressante, réellement la vôtre. Une vie riche, dans le sens où je l'entends, ce n'est pas une vie parfaite, ce n'est pas une vie sans douleur, sans difficulté, sans moment de doute. C'est une vie dans laquelle vous avez des passions, des projets, des amitiés nourrissantes, des apprentissages continus, des moments de beauté, des contributions au monde qui vous entoure. C'est une vie dans laquelle vous êtes le personnage principal, pas le personnage de soutien. Et voici le lien avec tout ce que nous avons exploré. Quand vous avez une vie riche, vous n'avez pas besoin de trop partager parce que vous n'êtes pas dans le manque. Vous n'avez pas besoin de validation externe parce que vous avez suffisamment de sources de satisfaction interne. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à une relation qui ne vous convient pas parce que vous avez une vie qui mérite d'être vécue avec ou sans cette relation. Et paradoxalement, c'est précisément quand vous avez cette vie riche, quand vous n'avez pas besoin d'une relation pour être heureuse, que les relations les meilleures viennent à vous. Pas parce que c'est de la magie, mais parce que vous rayonnez quelque chose d'authentique et d'attractif, la plénitude. Alors construisez cette vie riche, pas pour attirer quelqu'un, pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour vous-même. Reprenez cette passion que vous avez mise en veille, voyagez si vous en avez envie, apprenez quelque chose de nouveau, créez des amitiés profondes, donnez de votre temps à quelque chose qui vous dépasse, faites des choses qui vous font peur de la bonne façon, la peur de la croissance plutôt que la peur de la perte. Et regardez ce qui se passe, regardez comment votre rapport à vous-même change, regardez comment les autres commencent à vous percevoir différemment. Regardez comment les opportunités relationnelles et autres commencent à se présenter de façon différente. Je veux vous parler maintenant de quelque chose qui touche directement à la question de l'amour et des relations amoureuses, quelque chose que j'ai observé de façon répétée et qui est directement lié à notre sujet principal. Je veux vous parler de ce que j'appelle le paradoxe de la disponibilité. Le paradoxe de la disponibilité dit ceci, plus vous êtes disponibilité, dit ceci, plus vous êtes disponibilité, dit ceci, et plus vous êtes occupé à vivre votre vie, moins vous semblez avoir besoin d'une relation, plus vous devenez attractive. Ce n'est pas une règle de jeu, ce n'est pas une règle de jeu, ce n'est pas une manipulation. C'est une réalité psychologique profonde qui s'explique de façon très simple. Le désir humain est fondamentalement lié à la rareté. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Et ce principe qui s'applique à l'économie, à l'art, à la mode, s'applique aussi aux relations humaines.
Quand vous répondez immédiatement à chaque message, quand vous annulez vos plans pour être disponible, quand vous organisez votre vie entière autour des besoins et des désirs de l'autre, vous ne montrez pas votre amour, vous montrez votre manque. Et le manque, comme nous l'avons vu, n'est jamais attractif, quand au contraire vous avez une vie pleine, quand vous ne répondez pas toujours immédiatement, parce que vous êtes occupé à faire des choses qui vous passionnent. Quand vous maintenez vos engagements, même quand l'autre vous propose quelque chose, vous montrez quelque chose de très différent. Vous montrez que vous avez une vie, que vous avez des priorités, que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être choisi, pas quelqu'un qui a besoin d'être choisi. Et la différence entre ces deux postures, aussi subtile qu'elle puisse paraître, est perçue de façon très claire par les hommes, même ceux qui ne l'analyseraient jamais consciemment. Je veux maintenant vous donner quelque chose de très concret, une liste de comportements que je vous encourage à adopter dès aujourd'hui, pas pour jouer un rôle, mais pour commencer à vous comporter de façon cohérente avec la valeur que vous avez. Maintenez vos engagements, vos rendez-vous avec vous-même, vos activités, vos projets, même quand une opportunité relationnelle se présente. Cela dit, je suis quelqu'un qui a une vie et qui la respecte. Prenez le temps de répondre aux messages, pas de façon stratégique, pas pour jouer un jeu, mais parce que vous êtes occupé à vivre et que les messages peuvent attendre. Exprimez vos opinions clairement et sans vous excuser. Pas de façon agressive, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui sait ce qu'il pense. Dites non quand quelque chose ne vous convient pas, sans surexpliquer, sans vous justifier excessivement. Un non simple et clair dit « je me respecte ». Prenez soin de votre apparence, non pas pour plaire à quelqu'un, mais parce que vous méritez de vous sentir bien dans votre corps. Cultivez des amitiés qui vous nourrissent, des amitiés avec des femmes et des hommes qui vous respectent, qui vous stimulent, qui vous font grandir, et continuez à apprendre, à explorer, à vous développer. Parce qu'une personne qui grandit est toujours plus intéressante qu'une personne qui stagne. Ses comportements, adoptés avec régularité, construisent quelque chose de fondamental, une identité forte. Et une identité forte est la base de tout le reste. Voici quelque chose que je veux vous dire maintenant, quelque chose qui vient du plus profond de mon expérience clinique et de ma vie personnelle. La solitude, la vraie solitude, pas celle qu'on subit, mais celle qu'on choisit, est l'une des expériences les plus transformatrices qui existent. Et les femmes qui ont appris à être bien seules, qui ont appris à trouver de la paix, de la joie, de la satisfaction dans leur propre compagnie, ces femmes-là ont quelque chose que les autres n'ont pas. Elles ont une relation avec elles-mêmes, une relation réelle, nourrie, consciente. Elles se connaissent, elles savent ce qu'elles aiment, ce qu'elles détestent, ce qui les fait vibrer, ce qui les fait souffrir. Elles ont une intimité avec elles-mêmes qui est la base de toute intimité avec les autres. Et paradoxalement, ces femmes-là sont rarement seules longtemps. Parce que les gens sont attirés par ceux qui sont bien dans leur peau, par ceux qui n'ont pas besoin d'eux pour exister. Et les hommes en particulier sont profondément attirés par les femmes qui ont cette qualité de présence sereine, cette aisance avec elles-mêmes qui dit « je suis entière, je suis complète et si tu veux faire partie de ma vie, c'est parce que tu l'enrichis vraiment. » Nous approchons maintenant de la 6e heure de notre conversation et je veux commencer à vous amener vers une synthèse, vers une vision intégrée de tout ce que nous avons exploré. Mais avant ça, je veux vous poser une question importante, une question qui mérite que vous preniez vraiment le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pas ce que vous pensez devoir, vouloir, pas ce que la société vous dit de vouloir, pas ce que votre famille ou vos amis attendent de vous. Qu'est-ce que vous, profondément, authentiquement, voulez pour votre vie, pour vos relations, pour votre quotidien, pour les 10, 20, 30 prochaines années? Cette question peut sembler simple, mais elle est en réalité profondément difficile pour beaucoup de personnes, surtout pour les femmes qui ont passé des décennies à s'occuper des besoins des autres avant les leurs.
Parce que quand on met ses propres désirs en veille pendant longtemps, on finit par ne plus très bien les entendre. Ils deviennent un murmure sous le bruit de toutes les obligations et de toutes les attentes. Alors prenez le temps, pas maintenant, pas dans la précipitation, mais dans les prochains jours, trouvez un moment de calme avec un journal ou simplement avec vous-même et posez-vous cette question et écoutez vraiment la réponse. Pas la réponse raisonnable, pas la réponse sage, pas la réponse qui plaira aux autres, la réponse vraie. Et une fois que vous avez cette réponse, même si elle est imparfaite, même si elle est floue, même si elle vous fait un peu peur, commencez à prendre des décisions qui vont dans cette direction. De petites décisions d'abord, des gestes minuscules qui disent je commence à vivre en accord avec ce que je veux vraiment et regardez ce qui se passe. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est au cœur de la pratique mindfulness que j'enseigne depuis des années, quelque chose qui est directement applicable à tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Je vous parlais de la conscience du moment présent dans les relations. Souvent, quand nous sommes dans une conversation, surtout une conversation chargée émotionnellement, nous ne sommes pas vraiment présentes. Nous sommes dans notre tête, nous anticipons ce que l'autre va dire, nous préparons notre réponse, nous analysons ce qui a été dit, nous nous inquiétons de la façon dont nous sommes perçus. Et cette absence de présence réelle nous fait souvent dire des choses que nous n'aurions pas dites si nous avions été pleinement là. La pratique de la présence consciente dans les conversations, c'est simplement de s'entraîner à être là, vraiment là, dans le moment présent de l'échange, d'écouter vraiment ce que l'autre dit avant de préparer sa réponse. De remarquer ses propres émotions sans les laisser prendre le contrôle, de choisir ses mots avec soin plutôt que de la laisser l'impulsion prendre le dessus. Et cette pratique, aussi simple qu'elle paraisse, a des effets profonds sur la qualité de vos communications. Elle vous fait parler moins et mieux. Elle vous fait écouter vraiment, et les gens qui se sentent vraiment écoutés sont profondément attirés par ceux qui savent écouter. Et elle vous permet de détecter les moments où vous êtes sur le point de partager quelque chose que vous regretterez et de choisir de ne pas le faire. La présence consciente est aussi un antidote à la réactivité émotionnelle. Quand vous êtes vraiment présente, vous avez un espace entre le stimulus et la réponse, un espace dans lequel vous pouvez choisir comment réagir plutôt que de réagir automatiquement. Et cet espace est précieux, parce que c'est dans cet espace que se trouve votre liberté et votre dignité. Je veux maintenant vous parler d'un aspect de tout ce que nous avons exploré qui concerne spécifiquement les femmes qui ont des enfants adultes, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont dans cette situation. Vos enfants ont grandi, ils ont leur propre vie et vous vous retrouvez avec plus d'espace, plus de liberté, mais aussi parfois plus de vide que vous ne le pensiez. Et ce vide, si on ne le gère pas consciemment, peut amener à surpartager avec ses enfants, à les impliquer dans des dynamiques qui ne les concernent pas, à leur faire porter des poids qui appartiennent aux adultes. Et ça, c'est une autre forme de révélation inappropriée, une forme qui peut avoir des conséquences sur vos relations avec vos enfants et sur leur propre équilibre. Vos enfants ne sont pas vos thérapeutes. Ils ne sont pas vos confidents pour vos relations amoureuses. Ils ne sont pas les gardiens de votre bonheur. Ils sont vos enfants et ils ont besoin que vous soyez leur mère, pas l'inverse. Et être leur mère, à ce stade de votre vie, ça veut dire leur montrer qu'une femme peut traverser des épreuves, se réinventer, construire une vie épanouissante et rester debout avec grâce. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire. Alors si vous avez tendance à partager trop avec vos enfants, à les impliquer dans vos douleurs ou vos incertitudes, commencez à trouver d'autres espaces pour ces partages. La thérapie, les amis proches, les groupes de soutien et avec vos enfants, partagez votre vie, vos joies, vos projets, votre croissance. Montrez-leur la version de vous qui avance. Voici quelque chose que je veux vous dire maintenant, quelque chose qui vient directement de mon expérience avec des centaines de patients au fil des années. La transformation que je vous décris, tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, elle ne se produit pas du jour au lendemain. Elle ne se produit pas parce que vous avez regardé une vidéo aussi longue et aussi riche soit-elle. Elle se produit parce que vous décidez de commencer et que vous recommencez chaque jour.
Certains jours, vous allez oublier. Certains jours, vous allez surpartager, vous allez vous exposer trop, vous allez dire quelque chose que vous regretterez. Et c'est normal, c'est humain. Ce n'est pas un échec, c'est une partie du processus. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est la direction. Chaque fois que vous choisissez de protéger quelque chose qui vous appartient, chaque fois que vous choisissez de répondre avec élégance plutôt que de réagir avec impulsion, chaque fois que vous choisissez de vous valider vous-même plutôt que de chercher la validation de l'autre, vous faites un pas dans la bonne direction. Et ces pas, accumulés sur des semaines, des mois, des années, vous amènent quelque part de très différent de l'endroit où vous êtes aujourd'hui, quelque part où vous vous sentez forte, quelque part où vous vous sentez respectée, quelque part où vous avez des relations qui reflètent votre vraie valeur, quelque part où vous êtes enfin le personnage principal de votre propre histoire. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est peut-être le plus important de tout ce que nous avons exploré, quelque chose qui sous-tend tout le reste et sans lequel aucun des outils que je vous ai donnés ne fonctionnera vraiment. Je veux vous parler de l'amour de soi, pas l'amour de soi au sens narcissique du terme, pas l'amour de soi qui dit je suis parfaite et tout le monde devrait m'adorer. Mais l'amour de soi au sens profond et humble du terme, l'amour de soi qui dit je suis un être humain imparfait avec des forces et des faiblesses et je me respecte et me prends soin de moi malgré et à travers toutes ces imperfections. Cet amour de soi, c'est la racine de tout, c'est la racine de la confiance en soi, de la dignité, de la capacité à établir des frontières saines, de la capacité à choisir des relations qui vous nourrissent plutôt que des relations qui vous vident. Et sans cette racine, tous les outils que je vous ai donnés aujourd'hui sont des techniques sans fondation, des constructions sur du sable. Alors comment développer cet amour de soi? C'est un travail de toute une vie, je ne vais pas vous mentir, mais il y a des pratiques qui accélèrent ce processus de façon significative. La première, c'est la pratique de l'autocompassion. Quand vous faites une erreur, quand vous vous comportez d'une façon que vous regrettez, au lieu de vous critiquer durement, au lieu de vous dire « tu es nul, tu recommences toujours les mêmes erreurs », essayez de vous parler comme vous parleriez à une amie chère dans la même situation, avec douceur, avec compréhension, avec la certitude que les erreurs font partie de l'apprentissage et non pas de l'identité. La deuxième pratique, c'est la pratique de la gratitude envers soi-même. Pas la gratitude envers ce que vous avez, mais la gratitude envers ce que vous êtes. Chaque soir, identifiez une qualité que vous avez montrée dans la journée, une force, une valeur, un aspect de vous-même dont vous êtes fier et reconnaissez-la. Vraiment, la troisième pratique, c'est la pratique des limites aimantes. Établissez des limites dans vos relations, non pas par peur ou par défense, mais par amour de vous-même. Dites non à ce qui ne vous nourrit pas, dites oui à ce qui vous fait grandir, et faites-le avec douceur, mais avec fermeté. Et la quatrième pratique, c'est la pratique de la cohérence. Agissez en accord avec vos valeurs, même quand c'est difficile, même quand ça déçoit les autres, même quand c'est qu'inconfortable. Parce que chaque fois que vous agissez en accord avec vos valeurs, vous renforcez votre respect envers vous-même. Et chaque fois que vous trahissez vos valeurs pour plaire à quelqu'un ou éviter un conflit, vous vous affaiblissez un peu. Ces 4 pratiques intégrées dans votre quotidien construisent progressivement quelque chose de solide, quelque chose qui résiste aux tempêtes, quelque chose qui est vraiment à vous. Nous approchons maintenant de la fin de notre conversation et je veux prendre le temps de vous donner une synthèse de tout ce que nous avons exploré ensemble, non pas comme une liste de règles à suivre, mais comme une vision cohérente d'une façon d'être dans le monde. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui tourne autour d'une idée centrale. Vous êtes précieuse, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous portez en vous, tout ça a une valeur immense. Et cette valeur mérite d'être protégée, nourrie, partagée avec soin et discernement. Les 7 choses que vous ne devez jamais dire à personne ne sont pas des secrets honteux.
Ce sont des parties de vous qui méritent d'être gardées dans des espaces sûrs, partagés avec des personnes qui les méritent, travailler dans des contextes appropriés. Ce sont votre peur de la solitude, vos blessures passées, votre besoin de validation, vos difficultés financières, l'intensité de vos sentiments naissants, votre attachement à ce qui est terminé et votre doute fondamental en vous-même. Ces 7 choses ne sont pas des faiblesses. Elles sont des aspects profondément humains de qui vous êtes. Et en les protégeant, en étant sélective sur qui a accès, vous ne les niez pas, vous les respectez. Et en les respectez, et en les respectez. Et quand vous vous respectez, le monde vous respecte en retour. Pas toujours, pas parfaitement, pas immédiatement, mais avec une régularité et une profondeur qui finissent par transformer la qualité de votre vie et de vos relations de façon fondamentale. Je veux terminer cette conversation avec quelque chose qui me tient profondément à cœur. Je veux vous parler de l'avenir, votre avenir, et de ce qu'il peut être si vous choisissez de commencer à vous traiter avec la valeur que vous avez. Imaginez-vous dans un an, vous allez commencer à appliquer ce que nous avons avec plus sélectif dans vos partages. Vous êtes plus sélectif dans vos partages. Vous avez développé une vie plus riche, plus intéressante, plus la vôtre. Vous avez travaillé sur votre relation avec vous-même, sur votre capacité à vous valider, à vous respecter, à vous aimer. Vous avez établi des frontières saines dans vos relations. Vous avez arrêté de vous définir à travers vos blessures et vous avez commencé à vous définir à travers vos forces. Comment vous sentez-vous dans cette image? Comment vous tenez-vous? Comment parlez-vous? Comment regardez-vous les gens autour de vous? Comment regardez-vous les hommes qui entrent dans votre vie? Cette image n'est pas un fantasme. Elle est une possibilité réelle, accessible, à votre portée. Pas parce que je l'ai dit, mais parce que vous avez tout ce qu'il faut pour la réaliser. Vous avez l'intelligence, vous avez la profondeur, vous avez la résilience, vous avez l'expérience. Il ne vous manque que la décision de commencer et les outils pour le faire. Et vous avez ces outils maintenant. Vous les avez dans votre tête, dans votre cœur, dans cette conversation que nous avons partagée ensemble pendant ces heures. Ce que vous en ferez dépend entièrement de vous. Et je vous fais confiance pour en faire quelque chose de remarquable, parce que voici ce que je sais avec certitude. Après 30 ans de travail avec des êtres humains extraordinaires, les femmes qui décident de se prendre en main, qui décident de se traiter avec la valeur qu'elles ont, qui décident de construire une vie qui leur ressemble vraiment, ces femmes-là ne regardent pas en arrière, elles ne regrettent pas. Elles avancent avec une grâce et une puissance qui inspirent tout le monde autour d'elles. Vous pouvez être cette femme. Vous l'êtes peut-être déjà et vous ne le savez pas encore tout à fait. Et si vous ne l'êtes pas encore, vous êtes en train de le devenir. Et ce chemin de devenir vraiment vous-même, pleinement vous-même, est le plus beau chemin qui existe. Je suis Christophe André et je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté, d'avoir réfléchi avec moi. Si ce que nous avons exploré ensemble vous a touché, si vous avez trouvé des outils qui vous semblent utiles, partagez cette conversation avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait parce que nous avons encore beaucoup à explorer ensemble et surtout prenez soin de vous vraiment. Pas de façon superficielle, pas de façon performative, mais profondément, sincèrement, avec tout le soin que vous méritez, parce que vous méritez une vie magnifique. Et cette vie commence maintenant avec les choix que vous faites aujourd'hui, avec la façon dont vous vous traitez aujourd'hui, avec la décision que vous prenez aujourd'hui de commencer à vous voir telle que vous êtes vraiment, une femme extraordinaire, avec une valeur immense, qui mérite d'être connue, aimée et respectée à sa juste mesure. À très bientôt.